Bonjour, notre intervention est intitulée Comment le numérique a échoué notre monde. Que se passe-t-il quand le fait ne compte plus, quand n'ont plus confiance dans le média, quand chacun croit en sa vérité? Y a-t-il une vérité à l'époque numérique? La rédactrice, ou bien l'écrivain, ou bien le penseur explique comment la technologie et les réseaux sociaux ont bouleversé notre monde. La post-vérité a été un concept marquant. Toutefois, lorsqu'il s'agit de développer les contenus de ce mot, nous ne trouvons nulle compréhension rigoureuse ou d'analyse philosophique du concept post-vérité qui puisse nous éclairer afin de faire face au phénomène. À cet égard, nous répondons à ces interrogations et à définir de manière philosophique et rigoureuse l'idée de ce mot, de ce concept, le concept post-vérité. Il s'agit donc d'analyser les caractéristiques du phénomène de la post-vérité et d'expliquer les causes qui sont d'une part intrinsèquement liées à la nature humaine et d'autre part liées à un environnement socio-numérique désavantagé à l'égard de la première. Un parallèle sera dressé entre les événements de 2016 et celui de la pandémie d'un nouveau coronavirus en 2020, où dans les deux cas, nous avons assisté à une vague sans précédent de fausses informations, ainsi qu'à une remise en question des faits rapportés par diverses formes d'autorité qui débouchaient sur de profonds et polarisants désaccords sur les faits. Nous nous attardons enfin à des pistes de solutions pour lutter contre la post-vérité et ses conséquences désastreuses pour l'espace de délibération publique ainsi que pour l'esprit critique. La vérité occupe une place centrale dans la philosophie et subsiste à travers les époques de débat des vifs sur sa nature, son rapport à la réalité, ainsi que sur le moyen pour l'être humain d'accéder à cette dernière. De l'Antiquité avec Platon ou Aristote, du Moyen Âge jusqu'au siècle de lumière de Descartes à Kant, en passant par Hume, de philosophes continentaux et analytiques, jusqu'au postmodernisme et des détracteurs, le débat portant sur la vérité et la réalité n'a pas perdu son en intensité. Par ailleurs, la vérité se veut être au cœur de rapports profondément liés avec la politique, comme l'illustrait en effet durant ces campagnes, bien sûr, malgré la crise, la crise du coronavirus, tout le monde témoigne de polariser des accords sur le fait et la vérité. Se sont compte que cette dernière s'avérerait en rapport de plus conflictuel avec la politique. La post-vérité, une analyse philosophique. Jusqu'à maintenant, la post-vérité n'a pas fait à notre connaissance l'objet d'une analyse éclairante sur la signification du concept. Si certaines personnes croyaient que ce terme est important pour comprendre l'état actuel de nos sociétés et de la politique contemporaine, par exemple McIntyre ou bien Ferrari, aucun d'entre eux n'a réellement entamé une démarche rigoureuse et philosophique sur ce que renferme pleinement ce concept, post-vérité. De plus, personne ne se penche sur le contexte dans lequel le concept a émergé et a été utilisé pour en dégager pleinement sa signification et les conséquences philosophiques qui ont découlé. Ainsi,
nous tâcherons d'abord de nous attarder aux éléments clés qui se retrouvaient dans la définition de la post-vérité afin de le clarifier et ce en vue d'éviter toute confusion quant sa compréhension. Ensuite, nous tenterons de savoir dans quel contexte et sous quel usage il est pertinent de parler des post-vérités. Une approche analytique néo-réaliste. En vue de définir et de comprendre ce que l'on entend par post-vérité, nous adapterons deux approches. D'abord, il y a l'approche analytique qui s'attarde minutieusement à comprendre le concept employés. Ensuite, d'un point de vue substantiel, il y a l'approche du néo-réalisme qui permet de définir et de faire ressortir ce que l'on entend par réel, fait et vérité. Suite à cela, nous allons présenter certaines thèses des néo-réalistes qui seront essentielles pour notre démarche. Avec ces approches, nous pourrons nous prononcer sur le statut ontologique de la post-vérité, c'est-à-dire quelle est la nature de son existence. Premièrement, l'approche analytique. Cette approche a le mérite de tâcher de clarifier de manière rigoureuse des questions de concepts et de positions qui sont parfois obscures. La démarche s'attarde notamment à éclaircir le sens du concept et à mettre en lumière les éléments et les présupposés que le composé et ce qui peut en découler. Les concepts qui sont réels, réalité et faits sont souvent employés comme synonymes et il peut être abus de le définir, voire de le discerner. Nous tâcherons d'éclairer leur signification pour éviter toute mécompréhension à l'égard et nous pourrons ensuite nous attarder au concept de vérité. Le réel est dans un premier usage entendu comme ce qui est, c'est-à-dire ce qui existe. Par exemple, lorsque nous disons que la Lune est réelle, nous affirmons qu'elle existe. Dans une autre utilisation, il est employé pour référer à ce qui est produit. Par exemple, lorsque l'on dit ce soir au téléjournal, le débat du chef aura lieu en temps réel, nous tâchons de signifier que l'événement sera diffusé. Regardez en même temps qu'il se produira. Finalement, un dernier emploi de ce concept peut se faire pour désigner un ensemble de ce qui existe, c'est-à-dire plusieurs éléments qui existaient. Par exemple, dire le réel est indépendant de moi ne doit pas être confondu avec le premier usage du concept, comme lorsque nous disons ce truc réel est indépendant de moi. Si l'essence dans les deux usages mentionnés précédemment est de renvoyer à quelque chose qui existe, il n'en demeure pas moins que le référent de faire. En effet, l'un cible une chose en particulier qui existe. Si c'est réel, l'autre vise un ensemble de choses qui existaient, le réel. Nous éclairons davantage les derniers usages du concept lorsque nous discuterons de l'une de manière d'utiliser le concept réalité. Les deux premières significations dégagées de plus haut du réel sont les mêmes que celles que l'on trouve dans le concept de fait. Effectivement, un fait est une chose réelle qui peut être comprise de deux façons différentes en tant que le dit fait exister ou qu'il se produit. Par exemple, dans le cas de ce qui existe, on peut dire l'existence de la Lune est un fait. Et dans le cas de ce qui se produit, on peut dire c'est un fait qu'il y a une éclipse. Ainsi, dans le premier usage du concept réel et fait, dire le soleil est réel ou l'existence du soleil est un fait revient au bout de compte à exprimer le même sens. Il est possible de faire le pont entre les deux suite à des clarifications de notre position philosophique. Dans l'adresse du réel, on commence la réflexion avec une définition minimale de réalisme, à la manière de Benoît, qui soutient que le réel est indépendant de l'esprit. Cette indépendance témoigne de l'objectivité de la réalité en tant qu'elle n'est pas soumise à la subjectivité et au relativisme. Plus précisément, il s'agit de l'idée
Il s'agit de l'idée que l'existence de la réalité n'existe pas que pour une personne ou un groupe d'individus. En ce sens, c'est soutenir que notre mort individuelle ou celle de notre groupe d'amis n'entraînera pas la fin de l'existence du réel. Plus encore, l'objectivité de la réalité témoigne de son universalité, c'est-à-dire qu'elle s'applique et vaut pour tout être humain selon les conditions requises. Par exemple, d'un côté, la gravité terrestre est un fait que tout être humain expérimente lorsque son corps est attiré vers le centre de la Terre. C'est fait qui fait partie de la réalité physique à laquelle nous-mêmes appartenons en tant qu'être doté de corps matériel est un universel et vaut pour toute notre espèce. D'un autre côté, certaines réalités peuvent nous être invisibles ou même inexpérimentables, telles que par exemple la grossesse. Cette dernière ne peut être expérimentée que par tous les êtres humains, mais seulement par un type de personne qui peut être enceinte. Et c'est selon des conditions biologiques le permettant. L'universalité ne doit pas être comprise comme abstraite de toute condition qui peuvent limiter son application, mais au contraire, elle s'applique dans des conditions particulières et requises, et c'est dans lequel les êtres humains peuvent en faire la même expérience. Nous le verrons plus loin sur la question d'un réalisme contextuel. Toutefois, le réalisme contemporain n'est pas nécessairement un réalisme naïf. Ces derniers, compris comme nous percevons les choses en soi, c'est-à-dire dénués de toute forme d'interprétation ou de déformation possible par nos sens et notre cerveau. Dit d'une autre manière, le réalisme naïf soutient que l'on perçoit les choses comme elles sont véritablement. La post-vérité est une définition. Maintenant, comment définir la post-vérité? Afin de comprendre la post-vérité, nous allons nous attarder au contexte dans lequel le concept est immergé dans le média et nous dégagerons des éléments clés que nous permettront de comprendre la définition qui ont fait leur mot dans la dictionnaire d'Oxford. Afin de conclure le présent, nous allons dans un premier temps revenir sur le chemin que nous avons parcouru et mentionner les éléments essentiels du fruit de nos recherches. Dans un second temps, nous allons discuter de quelques enjeux importants que pose la vérité. Dans un dernier temps, nous allons mentionner les limites de notre recherche et des aspects qui méritent d'être approfondis. D'abord, nous dotons d'une approche néo-réaliste et analytique, nous avons été en mesure de définir de nombreuses notions clés, notamment ceux de réalité, réel, fait, vérité, croyance, opinion, relatifs au concept de la post-vérité. De ces faits, nous avons dégagé dans le contexte différentes caractéristiques pour cerner la post-vérité. Si l'on doit cerner le traits principaux de cette dernière, nous pouvons dire ceci. La post-vérité est un fait social qui ne se traduit que la post-vérité est un fait social qui ne se traduit pas que par de simples désaccords sur les faits, mais par une augmentation du désaccord de ces derniers dans un contexte propre. Au XXe siècle, où Internet et les réseaux sociaux ont joué un rôle prépondérant. C'est ça notre définition de post-vérité. La post-vérité est un fait social qui ne se traduit pas que par de simples désaccords sur les faits, mais par une augmentation de ces derniers, c'est-à-dire des désaccords, dans un contexte propre au XXe siècle où Internet et les réseaux sociaux y jouaient un rôle prépondérant. Ces manifestations principales se traduisaient par une méfiance accrue envers les formes de pouvoir, qu'elles soient politiques, médiatiques ou autres,
par l'érosion de la confiance envers l'autorité épistémique des scientifiques. Ou ces derniers sont perçus comme des alliés de pouvoir en place. Ainsi, le fait que ces différentes autorités peuvent rapporter sont remis en question. Toutefois, pour être en mesure de susciter la méfiance et afin de mener la confiance envers les dites autorités, il est crucial de faire appel aux sentiments et à la croyance personnelle des individus. Autrement dit, il s'agit de tirer profit de leurs différents biais, qu'ils soient cognitifs, sociaux, culturels ou même leur propre expérience limitée du monde, afin de favoriser ou défavoriser certains penchants cognitifs pour susciter la réaction ou l'adhésion voulue à une ou des idées. Comme nous l'avons vu dans notre travail, le potentiel épistémique des êtres humains est limité par plusieurs plans, neurocognitivement, spatio-temporellement, socio-culturellement. Ces limites affectent grandement leur capacité à discerner le vrai du faux. De plus, les limites spatio-temporelles et socio-culturelles définissaient le contexte d'émergence de croyances. Nous avons dégagé différentes conséquences philosophiques importantes. Premièrement, l'être humain est d'abord un croyant qui tient à préserver ses croyances. L'émergence par inférence de ces derniers vient d'ailleurs avec un sentiment d'agentivité. Deuxièmement, la raison a une faculté visant non pas le raisonnement logique et objectif, mais plutôt l'argumentation efficace. Ainsi, suite aux deux premières conséquences, il en découle comme troisième conséquence sur le plan de l'anthropologie philosophique que l'être humain est un argumentateur. Finalement, comme quatrième conclusion philosophique, nos recherches débouchaient sur une théorie épistémologique, soit un rationalisme interactionniste, comme nous l'avons vu sur l'expérience limitée de l'être humain, spatio-temporel et socio-culturel, qui est la source de ces croyances, mais c'est la raison qui est la source de la correction de ces dernières. Et si elle est mise en interaction avec celle d'autrui, si l'individu sont en désaccord, s'il présentait des arguments de qualité, ainsi à partir de cette théorie épistémologique, nous sommes en mesure de comprendre qu'au défaut des conditions mentionnées précédemment, les individus peuvent rester enfermés dans leurs croyances sans moyen de pouvoir les corriger. Et c'est notamment en raison de rester isolés dans des milieux homogènes au niveau des croyances. Nous avons porté notre attention sur les facteurs qui ont contribué à l'avènement de la post-vérité. D'abord, nous nous sommes appuyés sur la métaphore économique du marché cognitif pour expliquer les phénomènes de circulation de croyances. De lors, nous avons été en mesure de voir l'impact qu'a Internet et les réseaux sociaux en démocratisant le moyen de faire circuler de l'information tout en libéralisant le marché cognitif. Ainsi, nous avons été en mesure de cerner et d'expliquer la division de croyances grâce à l'intelligence artificielle qui peut mener à la polarisation des opinions et des croyances. Ensuite, nous avons suivi deux pistes de recherche comme quoi le postmodernisme et le populisme ont été deux grands discours influents sur la remise en question de différentes formes d'autorité. Enfin, nous sommes attardés au phénomène de l'illusion de la connaissance, notamment le fait à l'échelle d'une société est amplifié par Internet et la surinformation. De plus, nous avons apporté une attention au discours du marché du doute et au conspirationnisme afin d'expliquer comment ces derniers ont commencé à envahir l'espace et le débat public. En somme,
on a en mesure d'éclairer comment différents facteurs qui exploitaient le faiblesse du potentiel épistémique de l'être humain peuvent mener à l'avènement de la post-vérité. Finalement, nous avons clarifié ce que la post-vérité, tout en expliquant pourquoi il est légitime de parler d'une ère de post-vérité. De plus, nous avons porté notre attention sur une étude du cas de phénomène, la pandémie de Covid-19. En effet, cette dernière a montré combien la post-vérité ne se réduit pas à la sphère politique, mais déteint sur plusieurs sujets, notamment de santé publique ou même scientifique. Ainsi, nous avons vu que témoigner de caractéristiques de la post-vérité, la pandémie de la Covid-19 témoigne tout autant, si n'est davantage de son emprise. Suite à cela, nous avons exploré différentes pistes de solutions pour lutter contre la post-vérité. Parmi ces avenues, nous avons vu le géant de l'Internet ne sont pas prêts de changer la configuration de leurs réseaux sociaux qui misaient sur un flux d'informations personnalisées et homogènes, sans que cela ne nuise à leur profit. L'option qui demeurerait possible avec ces géants serait qu'ils luttaient contre la misinformation. Mais comme nous avons vu, leurs algorithmes ne sont pas suffisamment efficaces pour différencier certaines informations qui demandaient à être validées par des autorités compétentes. Considérant la facilité qu'il y a de partager sur ces plateformes toute information, vraie ou fausse, ou même partiellement, il serait compliqué sur le plan logistique de faire le tri face à cette masse écrasante d'informations. Une seconde avenue que nous avons explorée est celle d'une loi qui criminalise la mise désinformation. Or, comme nous l'avons vu, un tel projet créerait plus de problèmes que de bienfaits. D'abord, il peut être souhaitable d'être confronté à des discours faux, mais il y a évidemment des limites à nier de fait comme nous l'avons mentionné avec les cas du Holocauste. Ensuite, il n'est pas aisé de bien nuancer et clarifier sa position lorsque nous ne rédigeons pas un long texte bien développé. Pensons au fait qu'une telle loi traiterait de manifestations spécifiques de la post-vérité et non cette dernière. De plus, la masse d'informations est trop élevée pour être traitée dans son entièreté par les tribunaux qui prenaient du temps à analyser chaque cas. Finalement, il est clair que les individus qui devront statuer sur la valeur de vérité des énoncés litigieux risquent d'alimenter la méfiance à leur égard. La troisième et dernière avenue à laquelle nous avons donné notre préférence est le développement de l'esprit critique chez les individus en passant par une épistémologie régulative. En effet, en saisissant le potentiel épistémologique des êtres humains descriptifs, nous sommes en mesure de nous fixer des idéaux normatifs afin d'agir de manière réaliste à l'égard de dix idéaux selon nos connaissances de fonctionnement de l'esprit humain pratique. De plus, si nous ajoutons l'idée d'une compréhension de l'influence de l'environnement social et numérique sur notre esprit, les individus auraient des informations supplémentaires qui leur permettraient de lutter contre les effets de la post-vérité. Pour la question de limite de notre recherche, on pourrait croire au premier abord que nous avons mis plus l'accent sur les sciences cognitives au détriment des sciences sociales pour expliquer certains phénomènes et comportements sociaux.
Dans un sens, leur approche pourrait être légitime, mais de l'autre, notre analyse s'attardait essentiellement à chercher la source du désaccord sur le fait entre les individus à partir d'une base d'explication universelle et que trouver un débat de réponse dans les sciences cognitives. Un aspect que nous avons pu approfondir ici est certaines autres solutions portant sur le développement de l'esprit critique des individus. En effet, on pourrait rapprocher que les individus se font refiler le fardeau de la responsabilité de lutter contre la post-vérité et que les géants de l'Internet sont sortis sans conséquence. En soi, la critique n'est pas totalement fausse, mais comme nous l'avons soulevé dans notre recherche, rien n'empêche les États de forcer les géants de l'Internet à promouvoir des informations émanant de sources crédibles et des idées dissonantes, mais présentées avec des arguments qui peuvent défier les croyances des individus. Cela dit, il ne faut pas que la confrontation soit trop forte, sous peine de quoi les individus vont déserter les réseaux sociaux, que ces derniers peuvent être de grands moteurs de promotion d'idées. La post-vérité, finalement, est un fait social qui a des conséquences réelles sur la vie des gens et des cas liés à la santé publique et à la science, tels que notre étude de cas sur la pandémie de la COVID-19 et de l'infodémie qui l'accompagne. Fausses nouvelles, fausses informations, information manie le concept de réel défi de la vérité de la science. Elle manie aussi la confiance de la population à l'égard de ces institutions et de figures d'autorité compétentes sur des sujets qui peuvent s'avérer profondément complexes. Nous avons vu que l'ère de la post-vérité est bien réelle, que ses conséquences le sont tout autant. Ces phénomènes posent une grave menace à la démocratie où le peuple se voit fragmenté en différentes petites collectivités idéologiquement homogènes composées de personnes qui ne se parlent pratiquement pas, si ce n'est que pour avoir de déchirants débats. Une telle division de croyances est un phénomène qui peut avoir des répercussions plus graves à long terme qu'à court terme dans la démocratie. Si un véritable danger demeure, c'est à l'égard de la philosophie envers l'esprit critique. En effet, la philosophie porte ses réflexions sur de grands enjeux de la condition humaine, sur plusieurs angles, éthiques, politiques, morales, épistémologiques, etc. Cela étant, si les individus n'écoutaient plus que les arguments ne se levaient pas au-dessus de prise de position fermée au discours de l'autre, c'est l'esprit philosophique lui-même qui se voit menacé par la post-vérité, sans dresser un portrait d'une quelconque extinction digne de cette discipline. Il n'en demeure pas moins que l'influence de la philosophie dans les sociétés est bénéfique et fait avancer le débat, qu'il soit politique, socio-moraux. Si la post-vérité a des conséquences graves sur ces différents plans, elle demeure une menace lourde de conséquences quant aux conditions propices à la réflexion philosophique. Voilà notre intervention sur la post-vérité est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir pour une nouvelle intervention. Merci bien.